Ravie de commencer cette journée, cette deuxième journée du Paris Coffee Show avec vous pour parler de café, d'écologie et faire un état de la recherche scientifique. Voilà, on croisera différentes perspectives avec un focus quand même sur l'Amérique latine, mais aussi un peu l'Asie, l'Afrique. Donc je suis ravie d'avoir sur cette table ronde Luc Villain du CIRAD, qui fait partie du programme Coffee Adapt, dont il nous parlera. Donc une riche équipe qu'on a eu l'occasion de rencontrer en décembre. On pourra en parler rapidement. Antoine Nessien de la société Climat. Antoine Nessien que beaucoup de personnes connaissent puisqu'il est aussi impliqué dans l'économie. Laura Meunier qui travaille avec Ensembles du Mexique, qui nous parlera de cette ferme El Quimite, et Emmanuel Bouquiazo, aka Dr Barista, qui a de multiples casquettes. Et voilà. Aujourd'hui, quand on parle de café et d'écologie, on pense forcément au changement climatique, puisque le changement climatique est un phénomène important qui se déroule notamment de façon très forte entre les deux tropiques. Et donc, je proposais à Manu de se présenter rapidement dans ce que tu as pu faire dans ton parcours scientifique. Et la façon dont la recherche est parfois traduite ou non traduite dans des prises de décision politiques ou économiques. Et voilà, est-ce que tu veux bien nous faire cette petite parenthèse, s'il te plaît ? Bien sûr, merci Morgane. Donc, je m'appelle Emmanuel Bouquiazo, j'ai un parcours un peu particulier, même si tout le monde a un parcours particulier dans le café. Bon, j'ai commencé une carrière dans la recherche en biologie à l'étranger, et c'était sur des sujets liés à la génétique, à l'évolution, et plus particulièrement sur des espèces en danger qui sont effectivement menacées par tous les changements qui sont actuels. Et donc j'ai fait un gros virage dans le monde du café, mais c'était d'abord venu d'une espèce de frustration au niveau de ma recherche académique, de ma carrière académique, parce que j'avais du mal à voir en fait la traduction de tout ce travail, de tout cet effort qui est fourni par la recherche à partir de données publiques, pour que ça soit traduit en réelles décisions politiques, gouvernementales, locales, mais aussi globales, parce qu'on amenait des réponses à des questions. Donc les réponses, elles existent finalement depuis très longtemps, quand on parle du sujet du changement climatique, par exemple. Et finalement, on a cette frustration de voir, en tant que citoyen, mais aussi en tant que chercheur, je ne sais pas si Luc va partager mon opinion là-dessus, mais c'est vraiment une frustration de voir que ces résultats ne sont pas forcément traduits dans des réelles décisions qui demandent du courage, certainement, mais qui demandent une réelle réflexion de fond et un réel changement d'un système en place. Ok, merci. Luc, au sein du CIRAD, en fait, ce qui m'a frappé quand on préparait ces entretiens, c'est en fait de voir à quel point le CIRAD et la transition écologique sont vraiment, enfin plutôt, le CIRAD se saisit de la question de la transition écologique pour organiser l'ensemble de sa recherche, en fait. Et donc, parmi les grands axes qui sont explorés par le CIRAD, il y a notamment la biodiversité comme un levier de développement et de résilience. Il y a la question de l'approche intégrée dans la santé des plantes, des animaux, des écosystèmes. Et donc, dans les écosystèmes, on entend aussi, j'imagine, le vivant, les hommes, etc. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Il y a la transition agroécologique, avec cette question de l'ingénierie des transitions écologiques, donc qui parle aussi de cette notion scientifique justement de ce qui fait système et de la façon dont les choses fonctionnent. Et puis ensuite, il y a cette question des territoires comme des leviers de développement durable et inclusif, etc. Comment est-ce que cela se traduit dans l'orientation du programme de recherche de l'équipe que tu peux présenter aussi probablement. Voilà. Oui, merci Morgane.
Notre équipe, en fait, le programme de recherche de notre équipe, Coffee Adapt, s'inscrit complètement dans les axes, sur les axes stratégiques de notre institution que tu viens de citer. Et en fait, notre corps de métier, ou en fait, notre programme de recherche est très axé sur l'amélioration variétale, mais pas dans le sens où on l'entendait avant. Avant, l'amélioration variétale, en fait, s'orientait vers un modèle productiviste. On cherchait à regarder les variétés les plus productives et d'adapter après les pratiques agricoles pour que ces variétés expriment au maximum leur pouvoir, leur niveau de productivité. Alors que là, maintenant, on a une démarche complètement différente. En fait, on cherche à créer des variétés qui soient adaptées à des systèmes agroécologiques résilients au niveau du changement climatique, et en essayant de remplacer au maximum tous les intrants de synthèse. Donc nous, notre programme de recherche, en fait, la priorité est donnée au développement de systèmes agroforestiers avec café, mais qui implique en fait souvent une perte de production importante. Donc on essaie de trouver des variétés qui maintiennent un niveau de production intéressant pour le producteur dans des systèmes agroforestiers, qui en même temps soient résilients au niveau du changement climatique et au niveau de tous ce qu'on appelle les bioagresseurs, c'est-à-dire les maladies et ravageurs, donc avec soit de la tolérance ou de la résistance, et bien sûr en gardant comme priorité la qualité organoleptique du café. En fait, juste pour préciser, donc, en fait, quand on parle de variétés qui soient adaptées à des systèmes résilients, c'est qu'en fait, quand on parle de perte de productivité, c'est que le café, les variétés de café qui ont été sélectionnées jusque-là, elles sont issues plutôt du groupe des Yémen, donc un groupe de variétés qui a été cultivé en terrasse, sans ombrage, donc que ce soit Typica, enfin surtout le Typica. Et donc, en fait, on a des variétés qui sont plus productives, c'est-à-dire qu'en fait, par productivité, on entend la quantité de café, de cerises, produite par arbre, et donc par unité de surface ensuite. Donc ça, c'est assez important parce qu'il y a une... Et donc aujourd'hui, dans ce que vous faites, donc il y a des recherches qui ont montré, par exemple, que vous avez une perte, quand on a 20% d'ombrage, on va perdre peut-être 50% de la productivité. Et comme cette productivité se liait beaucoup à la valeur ajoutée à l'utilité qu'on pouvait avoir de son café, du coup ça avait un impact direct sur les rendements des producteurs en fait. Tout à fait. En fait, au départ, le café arabica, c'est un arbuste de sous-bois qui vient des hauts plateaux éthiopiens et du Soudan. Et en fait, à partir des années 60 à peu près jusqu'aux années 90, la plupart des nouvelles variétés qui ont été créées et qui sont encore largement cultivées, c'est le Catuai, le Caturra, le Mundo Novo, etc. Toutes ces variétés ont été créées et développées essentiellement au Brésil pour des systèmes productifs, intensifs, en plein soleil. Et donc qui ne sont plus adaptés en fait bien adaptés au système agroforestier. D'accord, donc en fait on voit bien que dans les travaux du CIRAD, dans l'approche, il y a d'autres éléments que tu rajouteras ensuite, mais il y a cette question de la variété pour qu'il soit adapté à justement des systèmes qui soient plus résilients, c'est-à-dire qu'ils soient capables de s'adapter ou en fait de se rééquilibrer dans des conditions de climat qui soient mouvantes. En fait la résilience, c'est aussi ça. Oui. Par rapport à la question de la valeur ajoutée sur le café, en fait, du prix qu'on va payer aux producteurs, Antoine, avec ton expérience ton expérience, est-ce que tu veux bien expliquer comment on va ajouter peut-être de la valeur sur un produit, voilà, et... Oui, pour me présenter rapidement, donc je fais de l'achat de café vert depuis à peu près une quinzaine d'années, en parallèle avec mon métier de torréfacteur. J'ai toujours été passionné de travailler avec les producteurs en direct.
Et sur cette problématique de mettre des systèmes plus penchés sur l'agroforesterie, les producteurs au jour le jour ont toujours ce stress en se disant est-ce que je ne vais pas perdre un tiers de ma production, 2 tiers de ma production tout de suite en plantant un arbre supplémentaire. Et sur des micro-producteurs par exemple qui ont 1,5 hectare, c'est un petit peu difficile parfois d'aller leur dire vous devrez planter des bananes ici, mettez des avocats, mettez du chili, laissez un peu d'espace pour d'autres cultures. Donc on se retrouve avec une dynamique productiviste. On a vraiment poussé les producteurs à essayer de réfléchir simplement à vendre leur café dans la foulée à des personnes qui sont aussi des semenciers et des vendeurs de produits phytosanitaires qui les poussent automatiquement à essayer de produire plus. Je vais vous donner un petit exemple kényan, justement, récemment. J'étais un peu choqué. Le Kenya les variétés kényanes résistantes sont en déclin. Tout ce qu'on avait planté sur les SL, à l'heure actuelle, sont arrachés pour être plantés sur du batian ou du rirou plus résistante. Donc on a vraiment toujours cette mentalité d'arracher les plantes, ça ne marche plus, on en met d'autres, avec des sols qui sont malades, avec des produits qui sont poussés par des grosses compagnies. Et donc pour le producteur, passer en bio, financièrement, il ne voit pas vraiment l'intérêt, il va perdre 1/3 de sa productivité du jour au lendemain. Souvent, les formations bio sont très pauvres, avec vraiment des basiques. Vous mettez 3 plantes et ça va être merveilleux. Et vous verrez, les gringos vont venir acheter du café. Et malheureusement, on se retrouve avec des sols malades où on plante et on replante et on continue à planter de nouvelles variétés dessus, sans réfléchir justement à l'écosystème de cette plante en elle-même. Pour donner un exemple, les batians sont beaucoup plus voraces au niveau nutriments et sont très biannuels. Donc vous avez l'année dernière, le Kenya était en baisse de productivité. Cette année, on a plus de productivité, donc tous les producteurs sont contents. Et l'année prochaine, ça recommence et ainsi de suite. En fait, du coup, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, les conseils qu'on peut donner aux producteurs en se basant sur un axe plutôt productiviste qui se concentre sur le volume de café par unité de surface fait prendre un risque aussi aux producteurs et ce risque doit être pris en compte. Laura, merci. Laura, toi tu travailles avec Ensembles qui est en fait un groupement de producteurs. C'est une démarche qui est née à Coatepec au Mexique autour d'une ferme qui s'appelle El Equimite. Et El Equimite, est-ce que tu peux nous présenter la façon dont cette ferme travaille et met en place en fait, déjà pourquoi ce groupement et cette ferme rapidement, et ensuite comment cette ferme met en place une recherche qui est une recherche plutôt privée dans le cadre de cette ferme et les grands enseignements de ça. Voilà. Ok. Et merci Morgane. Donc bonjour à tous. Donc je suis donc Laura Meunier et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être l'ambassadrice d'un projet de ferme biodynamique donc à Coatepec dans l'état du Veracruz au Mexique. Donc c'est une ferme qui compte aujourd'hui, qui a débuté en 2012, qui compte aujourd'hui 32 hectares. Et sur ces 32 hectares, il y a 12 hectares qui sont dédiés à la culture, entre autres, du café, et 20 hectares qui sont dédiés à la restauration, la préservation d'un écosystème diversifié et autonome. L'autonomie de l'écosystème étant en fait un pilier de la biodynamie. On parle souvent de biodynamie, on s'imagine souvent le mouvement de la Lune et tout ça, mais en fait, vraiment la biodynamie, le concept clé, c'est de considérer qu'une ferme ou un domaine agricole, c'est une individualité autonome. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est un espace où il y a une grande biodiversité, autant végétale qu'animale, qui permet à la ferme de produire ses propres ressources. Donc, en fait, une ferme biodynamique, c'est une ferme, en fait, c'est un espèce de cercle vertueux, autosuffisant, qui permet de produire différentes choses. Et donc voilà, donc c'est ce qu'on fait dans cette ferme-là depuis 2012. On est certifié d'émetteur depuis 2017, qui est la certification biodémetteur mondiale. Et donc la question, c'était quel genre de pratique,
Quel genre de protocole de recherche? Parce qu'en fait, vous produisez en bio et en biodynamie. Et en fait, vous avez cette vocation, enfin cette ferme, elle est limitée a comme vocation d'explorer différentes façons de faire qui sont valables localement, puisque chaque contexte est différent. Comment est-ce que ça va se traduire ou quels sont les petits enseignements pour pouvoir être transmis à d'autres producteurs? En fait, quel transfert se fait Ouais. Donc du coup, dans cette ferme-là, c'est une initiative privée. Donc on fait de la recherche, de l'investigation, mais ça reste vraiment à une petite échelle. Il s'est passé des choses intéressantes à l'Équimité. Par exemple, au début, quand ils ont commencé le projet, ils se sont dit bon bah on va commencer par faire du bio, parce qu'à la base la ferme était conventionnelle, donc elle était en monoculture sans ombrage. Donc ils se sont dit on va commencer à planter des arbres, on va commencer à mettre des caféiers, on va commencer à faire du bio, donc on va mettre du compost. Bon. Et donc, ils ont commencé à mettre beaucoup de compost. Et au bout de 3 ans, sur une parcelle nouvelle, tous les arbres ont été décimés en l'espace de quelques mois. Ils ont tout perdu. Et en fait, ils se sont rendus compte, en faisant une investigation un petit peu tardive, malheureusement, qu'ils avaient mis trop de compost. Et donc là, ils ont commencé à comprendre qu'en fait, le bio, la biodynamie, c'était une agriculture en fait technifiée. C'est-à-dire qu'il y avait besoin en fait d'avoir des connaissances, de savoir un peu ce qu'on fait. Et donc la première étape, ça a été d'analyser ces sols, donc à travers des analyses de sol. Et donc ils ont commencé à voir qu'il y avait différentes compositions à différents endroits sur les différents hectares qui existaient. Donc ils ont commencé à planter des arbres différents. Par exemple, il y a un espace où il y a des sols très argileux, très compacts. Donc ils ont mis des plantes qui s'appellent des canavalia qui vont très profond pour décompacter la terre naturellement. Donc commencer à trouver des solutions comme ça naturelles en fait pour s'adapter à tous les terrains, même dans une même ferme, en fait, il y a différents terrains. Donc ça, c'était la première investigation inconsciente, le compost et tout. Et donc après, ça s'est technifié. Et le début du succès de la ferme, en fait, a commencé avec la mise en place de techniques de permaculture. Parce que donc la biodynamie étant une individualité autonome, une ferme, en fait, met en place des systèmes d'agroforesterie, de permaculture. Tout ça, ça va ensemble, en fait. Et donc la technique de permaculture principale qui est mise en place à l'Équimité, c'est un système d'aménagement des sols qui permet de capter et répartir l'eau sur toute la ferme. Parce qu'en fait, un des problèmes par rapport à la gestion de l'eau, là où pousse le café, c'est que souvent le café pousse sur des montagnes très irrégulières. Et donc l'eau, en fait, va souvent passer par des goulots et foncer vers le bas. Et donc il va y avoir une répartition très inégale de l'eau sur la montagne. Et en plus de ça, il va y avoir d'érosion là où passe toujours l'eau, l'eau de pluie évidemment. Et donc du coup, il y a des systèmes de permaculture, donc le keyline par exemple, qui permet en fait de créer en fait un système d'aménagement des sols à travers en fait des sillons qui vont être tracés perpendiculairement à la pente. On trace des sillons, on décompacte la terre comme ça en remontant. Et en fait, sur ces sillons, en fait, quand l'eau va ruisseler, quand l'eau va tomber, elle va commencer en fait, à se répartir sur toute la montagne. Et donc cette absorption de l'eau, c'est une meilleure décomposition de la matière organique, c'est plus d'humus, c'est une meilleure fertilité des sols, etc. Donc ça fait partie des techniques qui sont mises en place et qui contribuent à l'autonomie de l'écosystème. Donc on voit bien que produire en biodynamie, c'est aussi, ou en bio, c'est très intensif en main-d'œuvre et ça demande une technicité qui est très importante aussi pour justement arriver à ce que la ferme fonctionne comme un écosystème. Il faut toute une phase de restauration, d'autonomisation de la ferme en fait, comme si c'était un être un peu indépendant. Luc, est-ce que tu veux nous présenter les 2 principaux projets sur lesquels vous travaillez avec l'équipe Oui, avec l'équipe Coffee Adapt. En ce moment, on a démarré avec différents industriels du café, une grande étude sur 4 pays avec des systèmes de production très contrastés, avec notamment le Vietnam et le Brésil qui ont des systèmes très intensifs, versus des systèmes plus durables au Mexique et au Nicaragua. Et on est en train... Alors ce projet, j'ai oublié de le nommer, il s'appelle Ecofi. Et l'objectif final, en fait, c'est de réduire l'utilisation des pesticides dans la filière café. Donc on est en train de faire une première étude pour voir un petit peu où on en est
de l'utilisation des pesticides sur des systèmes productifs très contrastés, pour ensuite voir quels sont les leviers qu'on peut utiliser, quels sont les blocages qu'on peut essayer de déverrouiller pour arriver à diminuer l'utilisation des pesticides et aller dans le sens de la transition agroécologique. Alors voilà, on est dans cette phase d'étude, on n'a pas encore les résultats, mais l'année prochaine, on espère avoir des résultats intéressants et lancer la deuxième phase qui consistera à faire de l'innovation, de la formation au niveau des producteurs, etc., pour arriver à développer des alternatives aux pesticides de synthèse, mais qui soient aussi viables pour les producteurs et en particulier pour les petits producteurs. Ça, c'est une partie de vos programmes de recherche. Voilà. Et l'autre partie très importante, c'est le programme BRIDCAF. Oui. Alors le BRIDCAF, en fait, c'est sur ce que j'ai raconté un petit peu au départ, c'est-à-dire de créer des variétés qui soient bien adaptées au système agroforestier, qui soient résilientes au changement climatique et qui permettent, à travers leur résistance, leur tolérance aux bioagresseurs, d'utiliser le moins possible de pesticides. Et avec aussi toujours le souci d'avoir une qualité organoleptique maximale. Alors, ce qui me paraît très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, donc il y a tout un mouvement, qui veut aussi que on donne plus de choix aux producteurs et qu'on part du principe aussi que on va pas lui inculquer le développement en lui disant ce qu'il doit planter, mais c'est plutôt on va s'appliquer à comprendre la façon dont il va fonctionner. Donc ça, c'est des choses qui sont dans l'air depuis longtemps, mais je me demandais si tu peux détailler de quelle façon vous travaillez, vous, en tant qu'institut de recherche agronomique reconnu, qui a mis en place un certain nombre de partenariats avec des instituts de recherche qu'il y a à peu près dans toute l'Amérique centrale, parce que dans chaque pays producteur, il y a quand même un institut de recherche assez important, le plus éminent étant le CATIE. De quelle façon est-ce que vous allez vous appuyer sur des structures locales pour ces programmes ECOFI, par exemple, qui vous permettent de mieux comprendre, d'être au plus près des producteurs et de voir les défis locaux, en fait? Je pense notamment au Café Col, mais... Oui. Alors, avant, peut-être, je vais apporter une précision sur les variétés, parce que c'est important. Benoît Bertrand, donc, qui actuellement est notre chef d'équipe Coffee Adapt, et donc lui il est généticien, améliorateur, et il a mis en place depuis environ le début des années 2000 en fait une approche très innovante pour créer de nouvelles variétés qu'on appelle les hybrides F1. Ça consiste en quoi? En fait, ça consiste à croiser des cultivars déjà utilisés avec des variétés, des accessions sauvages éthiopiennes, et qui permet d'avoir en fait d'apporter du sang nouveau parce qu'en fait toutes les variétés qui sont cultivées classiquement, en fait la base génétique de ces variétés est très très étroite. Donc l'idée est en fait d'apporter du sang nouveau, et aussi en croisant des matériels génétiquement très éloignés, on arrive à avoir une vigueur hybride très intéressante, et qui fait que justement ces variétés arrivent à avoir une activité photosynthétique importante, et donc qui arrivent à maintenir une bonne productivité, même en conditions de lumière très réduites dans les systèmes agroforestiers. Bon, c'est un petit peu technique, mais c'est important de le dire. Oui, absolument. Juste, je t'interromps une seconde. Donc, oui. La vigueur hybride, c'est la robustesse, entre guillemets, oui. De la plante, du fait justement de cette génétique voilà. améliorée. Donc ça la rend, comme tu disais, plus solide, plus vive en fait, plus nouvelle. Voilà. Et l'intérêt aussi de la création de ces programmes de création de variétés hybrides F1, c'est qu'on peut, dans des temps très courts, en 10 ans, on peut créer une nouvelle variété. Alors qu'avant, avec les systèmes classiques de sélection variétale qu'on utilisait avant, c'est au moins 30 ans. Donc ça permet de créer de nouvelles variétés,
et d'avoir un panel beaucoup plus important de variétés et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, des territoires avec des contraintes différentes tant au niveau environnemental mais aussi au niveau social et économique. Donc ça permet de faire presque des variétés, je dirais presque sur mesure, quoi. Voilà. Juste un élément, en fait, pourquoi c'est si long la sélection variétale traditionnellement, c'est qu'en fait on doit stabiliser une variété avant de pouvoir la publier, Voilà. alors que dans les programmes d'hybridation F1, c'est un mot barbare, mais ça se fait en laboratoire par croisement, et du coup il y a une stabilisation qui est beaucoup plus... Enfin, on stabilise un peu moins, et on va juste... sans intervention sur le génome, hein, c'est vraiment juste un croisement. Oui. En fait, on va avoir des variétés qui sont stables par le process qui est utilisé et donc qui permettent de garantir, en fait, parce que faut imaginer hein, un producteur, quand on lui dit tiens, tu vas planter ça, c'est énormément de travail, comme a dit Antoine. Il faut qu'il arrache les arbres ou alors qu'il les remplace. Remplacer des arbres, ceux qui ont un jardin le savent aussi, nos producteurs le savent très bien, ça a un coût, il faut faire des trous, planter, acheter le matériel végétal. Si on achète du matériel végétal et que ce matériel végétal ne tient pas ses promesses en termes de rendement, en termes de goût, en termes de qualité de tasse, dans un marché qui cherche de la spécialité, enfin un certain goût, ben, effectivement on passe à côté de l'objectif premier qui est d'avoir des revenus, quoi. C'est juste pour préciser. Je te laisse continuer sur le reste, du coup, les instants. Voilà. Ben, c'est vrai que... Et alors, derrière, c'est la création de ces variétés. C'est vrai, comme tu as commencé à en discuter, c'est qu'il y a un gros challenge derrière. C'est comment multiplier ces variétés. Jusqu'à présent, on pouvait que les multiplier par multiplication, ce qu'on appelle multiplication végétative, c'est-à-dire on ne peut pas le faire par semence. Donc ça veut dire passer par une étape de culture in vitro, etc., ce qui augmente énormément les coûts de production de ces plants. Alors on travaille là-dessus, on a mis au point des techniques qu'on appelle de mini-bouturage, qui est en fait c'est produire des boutures avec des tissus très jeunes, et ça marche très très bien, et ça nous a permis de diminuer par 2 à peu près le coût de production de ces plants. Et dernièrement, il y a eu une nouvelle découverte, on a grâce à un mâle stérile éthiopien qui a été utilisé pour croiser avec une variété commerciale. On a pu produire une variété qui s'appelle Starmaya et qu'on peut multiplier par semence. Donc ça, c'est un énorme progrès parce que souvent, là, on a ce blocage au niveau de coûts de production des plants. On n'aura pas le temps de savoir pourquoi c'est plus stable si c'est le mâle qui est stérile, mais c'est pas grave. On sélectionne en fait des plants qu'on appelle F1, donc c'est la première génération de croisement des cultivars avec ces Éthiopiens sauvages. Et donc, pour la seule façon de garder en fait le phénotype de ces plants, c'est de les multiplier en fait végétativement. Donc voilà. Parce que si on le fait par semence, on va avoir en fait ce qu'on appelle, on va avoir beaucoup de variabilité génétique dans la deuxième génération. Donc, je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce que c'est un petit peu compliqué. Mais... Et du coup, en fait, dans cette diffusion, parce que donc il y a cette question de la diffusion des nouvelles variétés, est-ce que tu veux nous parler des partenariats, même dans le programme ECOFI, donc qui vise à la réduction de l'utilisation des pesticides? Est-ce que tu veux nous parler des partenaires que vous pouvez avoir, et notamment par exemple de l'exemple du Café Col? Oui. Voilà, puisque le Café Col travaille aussi avec Elecimité, enfin ils se connaissent bien. Par exemple, voilà, pour faire tout le travail d'enquête auprès des producteurs, et donc sur cette étude, on a fait des prélèvements d'échantillons de café, de sol, etc., pour étudier le niveau de résidus de pesticides. Et donc on s'est appuyé sur nos partenaires avec qui on travaille déjà depuis de longue date. Donc au Mexique, par exemple, avec Café Col. Mais on a travaillé aussi avec des privés, au LAM, au Mexique. Au Nicaragua, on a travaillé avec ECOM et avec une fondation qui s'appelle Nica France.
Au Vietnam, on a travaillé avec le WASI, qui est un institut de recherche agronomique public. Au Brésil, on travaille avec l'Université fédérale de Viçosa. Donc voilà, on a un réseau de partenaires avec qui on s'appuie et qui ont les connaissances de terrain, la connaissance des producteurs et sur laquelle on peut s'appuyer. Alors, avec une transition un peu un pas, Manu, dans cet esprit des plantations, enfin, des essais qui sont faits chez des privés, comme celui d'Electimité, toi, tu as eu une expérience sur la transformation du produit. C'est quelque chose qui se fait beaucoup dans différentes fermes aujourd'hui. Mais est-ce que tu veux nous en parler? Parce que c'était quand même il y a un petit moment, et justement, tu avais croisé à la fois tes outils scientifiques avec un essai de recherche appliquée vraiment locale, notamment sur les fermentations. Et voilà, est-ce que tu veux nous en parler? Oui, bien sûr. Donc c'était effectivement il y a quelques années de ça. Donc aujourd'hui, ce sont des choses qui sont beaucoup plus communes, on va dire, mais il y a des essais de fermentation qui sont possibles de faire après la cueillette le plus rapidement possible, donc pour vraiment essayer de contrôler et d'amener les cafés vers des variations en fait de ce qu'ils peuvent donner en tasse derrière, ce qui rajoute en fait pour les producteurs et pour la filière derrière une valeur qui n'existait pas forcément au départ, parce qu'on avait peut-être une version de traitement lavé, une version de traitement nature, alors que finalement on rend compte, là maintenant on a le choix parmi les cafés qui sont disponibles dans le café spécialité surtout, de beaucoup de variations de traitement post-cueillette. Mais c'est vrai qu'à l'époque c'était absolument pas commun, donc c'était de mémoire il y a 4 ou 5 ans. Donc j'avais eu l'opportunité d'aller en Éthiopie pendant 2 mois pendant la période de la récolte, donc la personne qui m'a fait venir, qui s'appelle Elena Georgialis, avait vraiment cette réelle volonté d'amener une valeur ajoutée à un café qui était préparé par la voie nature, donc séché directement en fruits sur des lits africains. Mais il n'y avait pas du tout de connaissances ou de suivi technique, un peu comme ce que Laura disait. Il y avait une volonté peut-être de faire les choses bien, mais sans réelle connaissance scientifique derrière pour améliorer le produit, ou en tout cas donner des lots différents. Donc c'était vraiment son intention. Donc elle a profité, on va dire, de mon background scientifique pour me laisser un peu le champ libre. Et donc qu'est-ce que je fais à ce moment-là, parce que j'avais pas une équipe, où il n'y avait pas les pouvoirs de faire une réelle recherche. Donc comme tu disais, c'était un essai, parce que j'étais vraiment dans la cambrousse, il n'y avait pas de labo, donc ce n'était pas, j'insiste là-dessus, c'était pas un travail de recherche avec une méthode scientifique carrée, mais mon travail, ça a été de me baser sur les recherches qui avaient été publiées sur la fermentation, pour pour essayer de comprendre et de contrôler les différents paramètres qu'on a à disponibilité. Donc ça va être l'humidité, ça va être la température, ça va être où on dispose les cerises de café après la cueillette, comment c'est géré à partir de la cueillette jusqu'au moment où on processe les cerises, si jamais on peut vraiment le faire. Donc ça va être très différent suivant les contextes, parce qu'il y a des stations de lavage ou de traitement du café qui sont possiblement très proches des arbres, mais en tout cas dans ce contexte-là en Éthiopie, c'était absolument pas le cas. Donc il n'y avait pas du tout un contrôle, on ne savait pas du tout au bout de combien d'heures en fait les cerises du café allaient arriver sur place pour le traitement. Donc il y avait vraiment des variations de mon côté qui étaient incontrôlables. Mais l'idée, c'était donc de se baser sur ce qui existait dans la recherche de publication pour faire ce travail-là. Donc, les connaissances techniques et scientifiques, en fait, quand elles sont amenées par quelqu'un qui peut contrôler ça et amener ces différents paramètres, vont vraiment changer et amener des améliorations réelles, alors qu'au départ, en fait, c'était plutôt de l'intuition ou des essais qui, au pire, vont faire mourir les arbres, mais en tout cas vont donner des lots qui sont absolument pas intéressants ou qui n'apportent aucune valeur ajoutée. Donc le réel intérêt, c'est quand même
une fois qu'on a la recherche, une fois qu'elle a été réalisée, qu'elle a été financée, qu'elle a été réalisée, il faut vraiment pouvoir l'appliquer. Donc il faut faire cet effort en fait d'aller chercher ces résultats et d'apporter cette technicité. Donc ça vaut évidemment à l'origine comme ça vaut dans toutes les étapes de la filière café. Merci. En fait, il y a un producteur dont j'aimerais parler rapidement parce qu'il fait aussi des choses un peu sensiblement expérimentales, mais toujours avec des fondements scientifiques solides. C'est un producteur qui est Arnaud Cos, qui travaille en Équateur et qui est vraiment passionnant parce qu'il mobilise à la fois une expertise scientifique assez pointue avec un sens de l'observation qui est très important pour justement pouvoir nourrir ses décisions, éclairer ses décisions et faire en sorte que ces décisions soient vraiment précises et lui permettent de construire des écosystèmes qui soient résilients, etc. Vous trouverez des informations un peu plus précises là, sur le stand du Cupping Club. Il y a un bel entretien sur lui. Je te redonne la parole, Luc, une fois, s'il te plaît, pour parler vraiment du Brésil, en fait, de la façon dont vous travaillez avec le Brésil et notamment sur ce programme donc Ecofi, puisqu'en fait, il y a un engagement de la part des gros industriels du café de réduire de 90% la consommation de pesticides d'ici 2025, en fait. Donc le programme Ecofi vient vraiment sur ce terrain-là. Or, on sait qu'au Brésil, par exemple, ou au Vietnam, qui sont parmi les pays qui utilisent le plus de pesticides, il y a un gros enjeu, puisque voilà. Et c'est très important aussi de rappeler juste pour le chiffre, qu'en fait, il y a sur 100% de matière, il y a 60% de la matière qui va passer dans les nappes phréatiques, dans les sols, etc. Et donc l'enjeu, c'est un vrai enjeu écologique, c'est un enjeu de santé publique aussi pour les producteurs et de santé peut-être des consommateurs. Et du coup, comment vous travaillez avec le Brésil? Quelles sont les informations que vous récoltez de façon scientifique et comment est-ce que ça va permettre de mettre en place quelque chose qui soit fondateur en fait pour les producteurs? Oui. Alors déjà, les enjeux, ils sont à différents niveaux. Alors pour les grands torréfacteurs, En 3 minutes, okay. Si tu peux. D'un côté, les grands torréfacteurs, en fait, ils sont préoccupés parce qu'à chaque fois, les normes de régulation au niveau de l'Union européenne, mais j'imagine que c'est la même chose aux États-Unis, sont de plus en plus restrictives. Et donc, pour eux, la préoccupation, c'est de rester en dessous de ces seuils des normes européennes. Et puis, il y a l'autre gros challenge, en fait, au niveau des producteurs et des politiques locales, avec l'impact sur l'environnement, l'impact sur la santé humaine de l'utilisation des pesticides. Donc, ce qu'on essaye de récolter en ce moment, donc, c'est au niveau de regarder un petit peu où en sont les niveaux de résidus de pesticides au niveau du sol, qui a un petit peu une mémoire qui va stocker tout ce qui est appliqué au niveau des parcelles, et aussi au niveau du café vert et au niveau de la pulpe aussi, voir ce qu'on trouve comme résidus de pesticides. En même temps, on fait du piégeage d'insectes pour essayer de voir un petit peu quel est l'impact, avoir un petit peu un indice. Il est partiel, mais avoir un indice de biodiversité présent sur les parcelles et de voir quel est l'impact des pesticides là-dessus. Et puis, on fait une grosse enquête aussi au niveau des producteurs pour savoir un petit peu quelle est leur perception, comment ils gèrent l'utilisation des pesticides, quelle est leur perception par rapport à l'utilisation de ces pesticides, leur dangerosité, etc., leur impact sur l'environnement et par rapport aux alternatives aux pesticides. Et donc après, on va avoir une grosse base de données pour essayer de voir quelles sont les voies favorisées pour arriver à mettre en place ces transitions agroécologiques, voir où est-ce qu'il y a des blocages, soit techniques, soit au niveau culturel, et de voir quels sont les leviers qu'on peut utiliser pour favoriser cette transition agroécologique. Ouais. Antoine, justement, comment ça se traduit chez Climat, par exemple? Merci, on change.
Très bien. C'est exactement ce dont on parlait des blocages culturels, mais c'est un blocage financier. Il faut que pour les producteurs, ils voient un impact financier, et ça va se résoudre, et ça commence à se résoudre petit à petit, par l'engagement des acheteurs, des importateurs, qui doivent aussi être moteurs de cette transition écologique. Si on dit aux producteurs, tu vas commencer à faire du bio, diminue tes pesticides, tu perds 2/3 ta matière première, il faut une compensation financière. Et à la fin, bien sûr, des torréfacteurs qui doivent s'engager à demander à leur importateur d'où vient mon café, comment est-ce qu'il est traité, pour avoir une valorisation complète de la qualité. Pas que la qualité soit juste un score sur un paquet de café, mais que ce soit aussi sur une démarche du producteur. Étant donné que les clients sont de plus en plus sensibles, on voit les torréfacteurs petit à petit chercher du bio, chercher d'autres alternatives, mais il faut qu'ils se posent plus de questions, qu'ils s'engagent. Merci Antoine, De rien. parfait. Rapide. C'était aussi le sujet d'une conférence hyper intéressante d'hier. Je vous invite à la regarder. C'est cette question du prix, de la valeur ajoutée par unité de surface et elle est capitale. Manu, comment ça se traduit cette transmission aussi pour les baristas? Toi, tu formes beaucoup de baristas. Comment est-ce que ça se traduit rapidement Alors, on fait... en termes de sensibilisation, ouais. Pardon ? En sensibilisation, en curiosité, parce qu'il y a une pédagogie importante à déployer en fait. C'est une pédagogie que, en fait, nous, on essaie de faire cette transmission-là dans notre école de formation. Donc, pour les métiers du café, en fait, cette connaissance, elle est, à mon avis, vraiment essentielle. Il faut avoir une sensibilité, évidemment, au départ, mais si elle n'existe pas, il faut vraiment l'initier et puis développer ses connaissances pour que la conscience générale dans la filière café se généralise. Voilà, donc c'est absolument essentiel. Et alors c'est vrai qu'il y a toujours le problème de la technicité, de la complexité de la science, et donc cette transmission, elle peut être parfois difficile. Donc il faut trouver le bon ton, le bon langage pour transmettre tout ça parfois. Mais on est dans un monde qui globalement en fait nous demande d'avoir ces connaissances en fait pour faire les bons choix. Donc voilà. En fait, je me souviens d'un professeur qui disait la science est là pour éclairer l'économie et pour éclairer la société d'une certaine façon, et pas l'inverse en fait. C'est vrai qu'on pendant des années, à partir du plan Marshall, etc., on est rentré dans quelque chose qui était un peu différent. Comment, juste pour conclure, si tu peux nous parler de la facilité de la transmission dans justement de ces recherches. Tu me parlais notamment des communautés au Guatemala où tu as travaillé pendant longtemps, Luc. Qu'est-ce qui se joue à cet endroit-là qui permet un bon transfert, une bonne diffusion en fait des apports scientifiques, des propositions que font les scientifiques, et donc une appropriation, que ce soit une appropriation culturelle par les populations qui sont ciblées par ces recherches, parce que c'est quand même pour ça que vous faites ce métier. Oui, tout à fait. L'aspect, on va dire, organisation paysanne est très important pour pouvoir assurer ce transfert de connaissances et qui va dans les deux sens, qui doit aller dans les deux sens. Et par exemple, on a un projet qui a été mis, qu'on appelle Cluster agroforestier, qu'on a mis en place au Nicaragua, où en fait on a mis en place une plateforme de dialogue où en fait tous les acteurs interviennent dans cette plateforme de dialogue et où chacun apporte ses connaissances, ses savoirs, ses contraintes, ses exigences, et où le corpus scientifique intervient aussi. Voilà, donc c'est à la fois une écoute et un transfert de connaissances pour que ça puisse marcher. Et bien sûr, on peut le faire que s'il y a vraiment une bonne organisation qui se fait. Et quand tu parlais, oui, j'ai souvenir d'avoir visité une coopérative indienne au Guatemala, et qui avait parce que souvent, en fait, la base de ces de ces organisations paysannes, c'est le tissu social. Et le tissu social dans les communautés indiennes, c'est vrai aussi au Mexique, est très important. Et il facilite énormément en fait cette structuration d'organisations paysannes,
et qui permet parce qu'en fait, le nerf de la guerre, en fait, c'est la commercialisation du café. Et les petits producteurs qui restent isolés, ils ont énormément de mal à commercialiser à un niveau correct leur café. Alors que quand ils sont bien organisés, eh bien, dans ce cas-là, il y avait des acheteurs de café du Japon, d'Italie, qui allaient voir cette organisation paysanne indienne et qui pleuraient pour leur acheter le café, parce qu'ils avaient un café de super qualité. Et voilà. Donc cet aspect organisation paysanne est très très important en fait, parce qu'en fait, on peut faire le plus beau système productif, mais si le producteur n'arrive pas à bien vendre son café, c'est en vain. Okay. Laura, par rapport à ce transfert, peut-être tu veux parler de Ensembles, ce groupe. Est-ce que tu veux avoir juste un mot de conclusion sur la façon dont ce que vous faites à l'équimité diffuse justement dans les organisations de producteurs ou chez les producteurs individuels au Mexique? Alors, très rapidement. Oui, donc L'équimité, c'est donc une ferme biodynamique. Ensembles, c'est un projet de sourcing de café de spécialité dans le Mexique, et donc c'est un réseau de producteurs dans le Mexique. Et donc la vision de l'équimité, donc de la ferme biodynamique, c'est à terme de transférer ses connaissances auprès de différents producteurs dans le pays, ou même au-delà du pays. Et donc là, on commence tout juste les transitions. On accompagne par exemple 2 producteurs du Veracruz sur les techniques de permaculture dont j'ai un petit peu parlé tout à l'heure. Et aujourd'hui, pour continuer ces transitions, en fait, et on en revient un petit peu à ce que Antoine disait, c'est que on a besoin en fait de partenaires commerciaux, donc des importateurs, des torréfacteurs, qui accompagnent en fait ces transitions. Parce qu'en fait, le plus difficile dans ces transitions, que ce soit de passer de conventionnel à bio ou de conventionnel à biodynamique, c'est le coût de la transition est très très élevé, ça prend des années. On ne récupère pas des sols d'une année à l'autre. Les productivités baissent énormément quand on commence à faire de l'agroforesterie. Donc en fait, ce qui est super important et un vrai accompagnement de la part des torréfacteurs, c'est d'accompagner dès le début de la transition, de ne pas attendre en fait que le café soit certifié pour l'acheter, quoi. Vraiment, quand un torréfacteur veut accompagner ce genre de projet, en fait, c'est important de le prendre dès le début et vraiment d'accompagner cette transition par une alliance commerciale. Donc, voilà. Okay. Merci. Antoine, si tu avais une phrase pour conclure par rapport à la recherche et le marché, mais vraiment juste très rapidement parce qu'il faut qu'on termine. Par rapport à la recherche et le marché, pour le café de spécialité, c'est déjà en transition. On a des nouveaux modules qui sont en développement, justement sur la recherche et la sustainabilité, sur le programme de sustainabilité. Mais si vous voulez goûter les cafés de Ensemble, on va les servir dans 20 minutes sur le stand A16, là-bas. Manu, un mot de la fin, un mot d'espoir, un mot sur ce qui se passe aujourd'hui. Juste dire que la science est là pour nous aider. En fait, elle n'est pas étrangère à ce qu'on est, et il faut la soutenir, il faut écouter, et il faut traduire en actes les informations qu'elle nous donne. Voilà. Et Luc, pour conclure, est-ce que tu veux rajouter un élément Oui, en fait, la recherche, comme le dit Emmanuel, elle ne peut pas être dans son coin. Donc l'idée, c'est justement de faire une recherche participative, de travailler avec les industriels du café, avec les producteurs, et voilà, de faire la recherche la plus participative possible et complètement connectée au terrain. Je trouve ça... mon mot de la fin, c'est d'abord de vous remercier, de remercier tous ceux qui ont écouté ou ceux qui écouteront à la suite. Et puis de parler aussi justement de ce qui est de la relation, de la connaissance qu'on va avoir de nos producteurs, la façon dont on peut se projeter au loin dans la filière pour que réellement il y a un changement. Et je saluerai aussi cette évolution de la recherche, en tout cas dans votre équipe. C'est vraiment cette vision système qui vient aller... toucher les différents éléments qui constituent les sociétés humaines et en même temps du coup les sociétés du vivant qui sont tout autour en fait. Et cette thématique du vivant, c'est une thématique qui est capitale dans
votre analyse aujourd'hui. Et voilà, et donc c'était passionnant de vous entendre aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Merci à toi. Merci à toi.